La musique, pour commencer cette édition, Bodim Jam, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, c'est un plaisir. Vous êtes musicien au sein du Quatuor Prima Vista et vous proposez cette semaine à Clermont 2 ciné-concerts. Expliquez-nous un peu le principe de ce genre de spectacle. Alors le ciné-concert, c'est tout simplement, le principe, c'est d'accompagner en direct musicalement la projection d'un film muet. Et en général, évidemment, ces films muets sont des films qui datent du tout début du cinéma jusqu'à l'apparition du sonore dans les années 1929-30 à peu près. Ce n'est pas la première fois que vous vous attaquez à ce genre de challenge. Cette fois-ci, vous donnez Les Deux Orphelines de Griffiths. Donc c'est un film qui date de 1921. C'est le 4e ciné-concert que vous organisez. Oui, alors exactement, c'est le 5e, c'est le 4e long métrage, vous avez raison, Ouais. on avait fait 3 autres longs métrages, on avait fait un programme de court métrage pour notre beau festival de Clermont, donc c'est la 5e fois effectivement, et on commence un petit peu à être rodé, disons, dans cette discipline très particulière. Alors justement, Les Deux Orphelines, qu'est-ce qui explique le choix de ce film? Qu'est-ce qui vous a attiré? Alors, le choix d'un film, quand on fait un ciné-concert, il est guidé d'abord par des contraintes. C'est-à-dire que tous les films qui ont été tournés à cette époque ne sont pas nécessairement disponibles. Il y a des problèmes de droit, de disponibilité de copies. Donc on est déjà en face d'un catalogue qui est restreint. Donc ça limite le choix. Après, pourquoi Les Deux Orphelines? C'est un mélodrame extraordinaire. D'ailleurs, on est complètement dans l'univers stylistique du mélodrame, c'est-à-dire le principe du mélodrame, grosso modo, c'est qu'il faut nouer un très très grand nombre de problématiques et en général très complexes de relations entre les personnages, et tout doit à la fin se dénouer, en l'occurrence pour le meilleur, notamment pour les personnages principaux. Et comme nous avions précédemment fait du burlesque, du cinéma d'aventure, de l'expressionnisme allemand, c'était important pour nous d'explorer un tout autre registre expressif, aussi pour nous renouveler, puisqu'on est créateur de la musique. Donc ça permettait vraiment de faire quelque chose de nouveau et non pas de se répéter. Eh bien justement, sans plus attendre, je vous propose tout de suite de regarder un premier extrait. Alors Bodim, il faut préciser à nos téléspectateurs que c'est vous qui avez écrit la partition que joue le Quatuor Prima Vista. Et c'est plus de 2 heures de musique, c'est un travail immense. Oui, c'est un travail qui impressionne avant de se plonger dedans. Et cela d'autant plus que, d'abord, on est limité dans le temps. Parce que comme je suis également interprète, il faut que je négocie dans mon calendrier le temps consacré à la composition. Et oui, par vous ailleurs, avez composé en 3 semaines. en un peu moins, oui, une vingtaine de jours, grosso modo. Et donc c'était très intense, mais je ne revendrai jamais ces 20 jours pour rien au monde. C'était très exaltant. Et par ailleurs, c'est quand même une composition qui est guidée par des contraintes, celles du film, qui sont d'abord des contraintes qu'on dit agogiques, c'est-à-dire de temps. Le film, il a une durée, il a un montage, il faut le respecter. Et Justement, puis des contraintes esthétiques. Comment est-ce que vous procédez? Vous découpez le film en séquences? Vous dites, bon, telle séquence, c'est plutôt joyeux, telle séquence, c'est plutôt triste, là, il y a de la tension. Et c'est comme ça que vous procédez pour composer votre partition? Voilà, vous l'avez relativement bien dit. Ça consiste grosso modo à faire une analyse du film,
bon, c'est la mienne, quelqu'un en ferait une autre, grosso modo, malgré tout, je pense qu'on se retrouverait, et d'en faire après un découpage effectivement extrêmement minutieux, de façon à inscrire la partition dans quelque chose qui donne une impression de fluidité malgré tout à l'auditeur. Il ne faut pas qu'il ait l'impression qu'on additionne des épisodes, mais que les choses s'enchaînent très très naturellement, de même qu'à l'écran, elles s'enchaînent de façon très naturellement. Et vous diriez que c'est quel style de musique ? Oh, bah d'abord, c'est très dur de parler de sa propre musique. En l'occurrence, j'espère que le style de la musique que j'ai composée pour ce film correspond à l'esthétique du film. C'est-à-dire que mon intention n'est surtout pas d'aller contre les intentions du réalisateur. C'est quand même lui qui a fait ce film. On est donc d'abord, d'un point de vue du contenu narratif, dans un contexte fin 18e, début 19e. On est dans le mélodrame qui est un grand genre de l'époque 19e. Donc c'est quand même une musique d'inspiration, on va dire, post-romantique, et où le caractère un peu déclamatif et mélodramatique est très accentué. Mais c'est normal. Lorsqu'on a fait le Nosferatu de Murnau, c'était autre chose. Chaque ciné-concert donne l'occasion, notamment aux compositeurs, d'écrire une partition qui n'a rien à voir. Hein. Donc c'est un peu, il y a un côté un peu exercice de style, comme chez Queneau, vous savez, qui raconte toujours la même histoire, mais avec un style différent. Et on retrouvera dans cette partition quelques notes de l'hymne américain, quelques notes de la Marseillaise, de la Carmagnole. Voilà. Il y a évidemment quelques petits, j'appellerais pas ça exactement des clins d'œil, même si on peut les prendre comme ça, tout simplement parce que comme l'histoire est inscrite au moment de la Révolution française, il y a des personnages authentiques qui apparaissent dedans. Il y a Jefferson qui apparaît au début, qui était l'ambassadeur des États-Unis à Paris. Griffith imagine une rencontre qui n'a peut-être jamais eu lieu entre lui et Danton. Donc je fais effectivement juste un petit clin d'œil à l'hymne américain, c'est-à-dire la bannière étoilée, Star Spangled Banner, parce que évidemment Jefferson incarne cette Amérique qui vient d'avoir sa constitution avant la France, je le rappelle quand même, et dont Danton souhaiterait s'inspirer. Donc voilà, il y a un petit échange entre la Marseillaise et cet hymne américain. Oui. Eh bien, ce n'est pas cela que nous allons entendre précisément tout de suite, mais je vous propose encore 2 extraits, une séquence tendre et une autre un peu plus comique. Odime, on le disait tout à l'heure, cette partition ne laisse aucun répit, il n'y a pas de temps mort. C'est un travail difficile pour les musiciens ? Oui, c'est un exercice très très particulier parce que interpréter un quatuor, je ne sais pas moi, de Bartók ou de Shostakovich, entre guillemets, ça revient malgré tout à travailler entre nous des choix de tempo, d'interprétation, etc. On a quand même cette liberté de varier les choses, même au moment de la représentation. En concert, 2 concerts peuvent être très radicalement différents. Là, puisque le support fixé du film, lui, reste absolument inerte, il est le même à chaque fois, il faut qu'on se contraigne en quelque sorte à une sorte de rigueur systématique. En même temps, l'astuce, c'est de ne pas le vivre comme une contrainte, mais au contraire comme une sorte d'exercice un peu excitant. C'est vrai que c'est fatigant physiquement, d'ailleurs, parce que jouer 2 heures en continu, c'est fatigant. Mais il faut surtout que le spectateur ait l'impression que c'est très fluide, très ondin, et que ça se déplace, comme si la musique avait été imprimée en fait sur le film. Hein. Il nous oublie au bout d'un moment. Et comment ça se passe vous gardez un œil calé sur l'écran pour ajuster les séquences Exactement. Alors comme j'ai écrit la partition et que je connais le film par cœur désormais, je regarde ma partition, je la connais presque par cœur, donc je regarde le film et pour effectivement, comme vous le dites, ajuster en permanence, en un peu plus, un peu moins. Il y a des astuces d'écriture, on n'a pas le temps de les expliquer, des trucs qui permettent de bluffer le public et qui permettent de faire que les choses sont très très souples et s'enchaînent
sans que le public s'en rende compte. Mais nous, entre nous, il y a un réseau de relations par regard, il y a des petits codes. Justement, et pour terminer, le public. Vous voulez toucher qui, les mélomanes ou les cinéphiles? Les deux, bien sûr. Mais en général, je crois que ce qui est très intéressant avec le ciné-concert, c'est précisément cette possibilité de faire se rencontrer deux cercles de passionnés qui ne sont pas forcément toujours superposés. Je ne suis pas sûr que tous les cinéphiles aillent au concert et que tous les mélomanes aillent au cinéma, en tout cas ce type de cinéma. Et là, j'espère que par ce biais-là, on les fait mordre à l'hameçon, chacun pour des raisons différentes, et qu'au final, les mélomanes découvrent un film absolument extraordinaire, d'une très grande beauté plastique, et que les cinéphiles vont se dire, tiens, c'est intéressant d'écouter du Quatuor à cordes. Bodim, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que le ciné-concert du Quatuor Prima Vista sur le film Les deux orphelines de Griffith, c'est jeudi 3 à 20h30 et dimanche 6 avril à 16h au cinéma Le Capitole à Clermont-Ferrand. Vous obtiendrez des renseignements au 09 50 77 83 72.